Bienvenue, la tête dans les étoiles à nouveau en présence de Gagarine. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de l'exposition que nous lui consacrons à l'occasion du 60e anniversaire de son vol mythique. Tout d'abord, le buste de Gagarine, absolument magnifique, parfaitement ressemblant, nous a été offert à l'Eurospace Center par la Fédération de Russie. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en personne est venu inaugurer l'exposition et le buste nous l'offrir officiellement le 12 avril 2021, soit exactement 60 ans jour pour jour après le vol historique du premier cosmonaute dans l'espace. Et vous savez que je collectionne tout sur la conquête de l'espace. Et parmi les documents que j'ai, j'en ai un qui est vraiment exceptionnel. C'est une véritable carte postale signée par Youri Gagarin. Alors la voilà en reproduction, je l'ai agrandie bien sûr. Ce n'est pas l'original qui lui ne sort pas de mes armoires. Mais c'est un document vraiment exceptionnel. Non seulement il est signé, mais en plus il y a la date, 12 avril 1961. Vous pouvez découvrir la vie de Gagarin en quelques photos dans un portfolio qui était vendu il y a bien des années à Moscou, des pins d'époque également retrouvés dans un musée moscovite il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai eu l'occasion d'aller au cosmodrome de Baïkonour en 2001 à l'occasion du vol de votre astronaute française, la célèbre Claudie Aigneret, qui m'avait fait le plaisir de m'inviter 4 jours à Baïkonour à l'occasion de son lancement. Et la plateforme qui est utilisée par les fusées russes, qui décollent toujours maintenant, je parle des fusées habitées Soyouz, eh bien c'est celle historique qui a également lancé Sputnik, Laika, mais aussi Youri Gagarin. Et elle porte son nom, la plateforme Youri Gagarin. Elle est dans un état de délabrement assez avancé. Il faut dire qu'il fait très très froid en Russie, enfin au Kazakhstan plus exactement. Ex-république de l'URSS, il fait moins 40 en hiver et plus 40 en été, donc il y a peu de béton qui savent tenir à une telle différence de température, et donc j'ai ramené un petit morceau de la plateforme Youri Gagarin, de même que collecter un petit peu de sable du désert de Kazakhstan au pied de la célèbre plateforme de lancement. Voici la capsule Vostok monoplace dans laquelle Gagarin a volé, et un Paris Match d'époque annonçant sa mort suspecte, parce qu'on a très très longtemps cru que sa mort était suspecte. Ça a fait, on a étalé des tas de rumeurs à ce propos-là, que le régime communiste avait fait exprès de retirer Gagarine de la vie publique pour aller le planquer dans un monastère en Sibérie. On a dit aussi que ce n'était pas le premier homme à avoir été dans l'espace, qu'il y en avait eu d'autres avant, mais qui étaient revenus fous de l'espace. Tout ça, ce sont des rumeurs tout à fait infondées, bien entendu. Gagarine est bel et bien le premier homme, certainement, à avoir été dans l'espace, il n'y a pas de doute à ce sujet. On sait peu que les Russes ont développé également un projet de navette spatiale qui s'appelait Buran. Elle n'a volé qu'une seule fois, en 1988, un seul tour de terre, personne à bord, un vol entièrement automatique. Et le modèle de Buran que vous voyez là, il a la particularité d'être signé par Alexis Leonov, le premier homme à avoir marché dans l'espace, qui nous a fait l'honneur il y a quelques années de venir donner une conférence devant les élèves ravis ici à l'Eurospace Center. Et à cette occasion-là, bien sûr, je lui ai demandé de signer mon petit modèle de Buran. Et juste à côté, c'est un morceau véritable, un morceau de tuile de protection thermique de la navette spatiale Buran. Et si vous voulez voir une véritable Buran, il y en a une pas loin de chez vous, en Allemagne, au musée des transports de Speyer, exactement. Il y a une véritable Buran, celle qui a servi au test aérodynamique. On connaît tous le nom de la fusée sous le nom de Soyouz, mais véritablement le vrai nom de la fusée c'est Semyorka. Elle a une particularité, cette fusée, c'est que les tours de lancement, qu'on appelle les tours ombilicales, eh bien, se retirent au moment de l'allumage des moteurs. Du côté américain, du côté européen, généralement la tour se trouve à côté du lanceur et reste fixe quand le lanceur décolle juste à côté. Mais du côté russe, c'est tout à fait différent. Dans les séquences de compte à rebours, il y a différentes tours qui vont bien sûr se retirer à un moment bien prévu. Mais les 4 dernières tours ombilicales vont se retirer seulement au moment de l'allumage des moteurs. C'est-à-dire quand la pression est suffisante pour faire décoller la fusée, quand la fusée commence
juste à s'élever, de manière hydraulique et automatique, les 4 derniers tours vont se retirer pour libérer le lanceur. Si la poussée n'était pas suffisante, eh bien les tours ne se retireraient pas. Nous avons un Belge qui a volé sur fusée Semyorka-Soyouz avec les Russes. Il s'appelle Frank De Winne, c'est notre deuxième Belge dans l'espace. Oh, vous avez plusieurs Français, bien entendu. Mentionnons bien sûr Thomas Pesquet qui a volé pour son premier vol avec les Russes. Mais nous avons quand même la chance pour un petit pays d'avoir un Belge qui a séjourné à 2 reprises à bord de la Station spatiale internationale, qui en est devenu le premier commandant de bord européen et qui est parti là-haut avec les Russes également. Nous avons les gants de son scaphandre, regardez, munis d'un petit miroir, ce qui leur permet aux astronautes, cosmonautes, de regarder derrière eux, parce qu'avec leur casque et tout le bardac qu'ils ont sur eux, ils ne voient absolument rien de ce qui se passe derrière. Nous avons ces notes de cours de russe. Tous les cosmonautes qui partent à bord de l'ISS, et fortiori avec les Russes, sont obligés bien entendu de connaître le russe le mieux possible. Et Frank De Winne a appris le russe en 3 mois. Vous avez son plan de vol. À l'époque, c'était rien de digital, rien d'informatisé. C'était bien sûr imprimé. Les cosmonautes, pour partir dans l'espace, sont bien sûr munis d'un scaphandre, mais c'est ce qu'on voit. En dessous, il y a d'autres couches. Il y a notamment toute une combinaison qui moule le corps, mais en dessous, il y a également des capteurs. Donc une ceinture biologique placée sur le torse de l'astronaute qui permet aux médecins, bien sûr, de capter en permanence les données médicales de leur cosmonaute préféré, connaître leur pression sanguine, les pulsations cardiaques, etc. Donc ils ont des capteurs sur le torse et c'est ce qu'on appelle une ceinture biologique. Voici celle de Frank De Winne lors de son premier décollage pour l'ISS, la mission Odyssea en 2002. Ma superbe maquette de la fusée Semyorka version Soyouz, dont le plateau est signé par un certain Thomas Pesquet, qui m'a dédicacé lorsqu'il est venu ici à l'Eurospace Center, mais également par des cosmonautes russes et notre astronaute belge Frank De Winne. Un soir illustré, dédicacé par Alexis Leonov, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises, une fois à Moscou, au centre de contrôle des vols spatiaux russes, et une fois ici à l'Eurospace Center. Mais ce dessin, on voyait bien que l'illustrateur de l'époque ne possédait pas les bonnes données, parce que le dessin n'est pas correct. La capsule n'était pas comme ça, d'abord, et ensuite elle était munie d'un sas qui permettrait à Leonov d'une transition entre la capsule et l'extérieur du vide spatial, et de rentrer, bien entendu. Sur le dessin, là, il n'y a pas le sas, certainement qu'il n'était pas encore au courant, les Russes n'avaient pas encore divulgué à l'époque la manière dont la procédure s'effectuait. Une autre pièce ayant appartenu à Frank De Winne, c'est sa combinaison de vol. Celle qu'il a portée, pas tout le temps bien sûr, mais en partie, à bord de l'ISS lors de sa première mission, une mission de 10 jours. L'atterrissage du Soyouz sous un parachute dans le désert du Kazakhstan est quelque chose de très viril, redouté par les cosmonautes. Le choc est terrible. Après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois en état d'apesanteur, brusquement ils retrouvent la force de gravité de la Terre, mais de manière très très rude. Et c'est normal, il y a des petits morceaux de la capsule Soyouz qui peuvent se casser et se détacher. Et ici en l'occurrence, ce sont des morceaux du bouclier thermique de la capsule Soyouz ayant abrité Frank De Winne et ses coéquipiers pour la mission Odyssea. C'est de la résine en fait. Vous savez que la température est extrêmement élevée lors de la rentrée dans l'atmosphère. La friction de l'air provoque une ionisation de l'air autour de la capsule et fait monter la température à plusieurs milliers de degrés. Il faut donc la protéger pour ne pas qu'elle brûle. Alors il y a 2 possibilités. La navette spatiale, par exemple, elle est munie d'une protection thermique, des tuiles qui ne peuvent évidemment pas brûler. Par contre, les capsules sont munies d'un bouclier thermique. C'est une certaine épaisseur de résine qui se consume au fur et à mesure qu'on rentre dans l'atmosphère. Et donc on démarre là-haut avec environ 50 cm de résine. Et puis quand on arrive sur le sol, il n'y a presque plus rien, c'est normal. Ça s'est consumé lors de la rentrée. Alors vous pouvez venir visiter cette exposition à l'Eurospace Center pendant tout l'été, jusqu'à l'année prochaine certainement. Et Yuri Gagarin et moi-même vous souhaitons un très très bon été et d'excellentes vacances. À bientôt pour une nouvelle aventure, la tête dans les étoiles.